Avant que cette vidéo ne commence, un grand merci à NordVPN pour encore sponsoriser celle-ci. L'océan au début du XVIIIe siècle. Tout va bien. Ce lieu rempli de pirates en tout genre, prêt à vous voler vos précieuses ressources si durement acquises. L'Europe a ma cargaison de boules, au secours, sur un coup. Mais, point de panique, votre sauveur virtuel NordVPN est là pour vous. Avec NordVPN, connectez-vous depuis n'importe où dans le monde à l'un de leurs plus de 5200 serveurs disponibles dans plus de 60 pays, ce en masquant votre adresse IP et en chiffrant vos communications. Protégez ainsi mieux vos données et vos moules et gardez votre confidentialité, tout en vous protégeant des frauduleux pirates. Bon, vous pourrez jamais être totalement anonyme, faut pas rêver non plus, mais grâce à NordVPN et ses pouvoirs magiques venus de la marine anglaise, vous pourrez dorénavant vous connecter dans d'autres pays pour entre autres contourner la censure et les géorestrictions et regarder des contenus inédits en stream. Profitez dès maintenant de 81% de réduction sur un abonnement de 3 ans et de 4 mois bonus offerts avec en plus l'appli de mot de passe NordPass d'une valeur totale de 194,61 $, ce avec le code ETH via le lien disponible dans la description. Et c'est garanti sans risque puisque vous pouvez annuler à tout moment si ça ne vous convient pas durant le premier mois d'utilisation offert. Fonctionne sur Windows, macOS, Android et iOS. Bande passante illimitée, double cryptage des données, le partage P2P est autorisé et le protocole de sécurité IPv2 IPsec ne peut être craqué, Laurel et Hardy. Et n'oubliez pas, faut toujours le rappeler au moins 2 fois, si vous êtes intéressé, c'est le code ETH pour 81% de réduction et 4 mois bonus offerts, avec en plus l'appli NordPass en double bonus. Et ça se passe via le lien disponible dans la description. NordVPN, le meilleur service VPN. Hey, salut à tous, ici c'est votre renard mal animé préféré. Et aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Sealand. Non, ce n'est pas un parc d'attractions sur l'océan. Et non, ce n'est pas non plus un aquarium. Enfin si, c'en est un, mais non. Le Sealand dont on va parler aujourd'hui, c'est en fait la plus petite micronation autoproclamée au monde, avec une surface habitable totale de 550 mètres carrés. Une micronation avec une histoire faite de coups d'état, de pirates, d'incendies et d'explosions. Il se passe beaucoup de choses à Sealand. Sur ce, j'espère que ça vous plaira, et c'est parti. Tout commence en 1942 durant la Seconde Guerre mondiale. Pour défendre ses côtes contre une possible invasion allemande, le gouvernement britannique avait en fait décidé de construire plusieurs îles-forteresses dans la mer du Nord. Forteresses dont faisait partie celle appelée Rose Tower. Rose Tower, cette forteresse, une plateforme d'environ 550 mètres carrés abritant une batterie de DCA utilisée pour faire face à l'aviation allemande. Batterie qui était utilisée par environ 200 soldats de la marine royale de façon permanente. Ces derniers vivant sur place dans des pièces situées jusqu'à 8 mètres sous le niveau de la mer. Le problème, c'est que la construction de certaines de ces forteresses s'était en fait dans les eaux internationales, chose normalement illégale mais contournée ici 40 ans de guerre. Forteresse illégale dont faisait partie Rose Tower, située à environ 7000 marins de la côte, soit une distance plus de 2 fois supérieure aux 3000 réglementaires de l'époque. C'est pas très Charlie tout ça. Utilisée durant toute la durée de la guerre, à la fin de celle-ci, la plateforme est finalement désertée et abandonnée, tous les soldats l'occupant y étant évacués. Ça rime. Celle-ci, au vu de sa position, située dans les eaux internationales, devenant donc ainsi théoriquement Terra Nullius, ou territoire sans maître, car n'étant pas sous les eaux anglaises ou de quelque autre nation ou législation. La plupart des autres forts similaires, construites dans les eaux internationales, étant ainsi démolies un à un durant le début des années 50, ce en accord avec les lois en vigueur au vu de leur construction illégale. À l'exception de quelques forteresses, dont notre fameuse Rose Tower, qui reste abandonnée. Cette dernière restant dans cet état pendant près d'une quinzaine d'années. Ce, jusqu'à ce qu'un certain Roy Bates, alors major dans l'armée britannique, ait l'idée de prendre possession des lieux pour y installer sa radio pirate, Radio Essex, ce, le 25 décembre 1966, soit, très précisément, 53 ans avant la sortie de Cats au cinéma. Roy Bates, qui était alors en fuite de son ancien fort naval abandonné, d'où il avait été chassé à cause justement cette dite radio pirate, le Fort John. Une précédente forteresse, qui certes était abandonnée de tout occupant, chose qui lui avait permis de s'incruster, mais qui se trouvait dans les eaux anglaises, d'où son expulsion. Contrairement à sa nouvelle demeure qu'était Rose Tower, cette fois-ci en dehors de la limite des 3000 réglementaires de la Grande-Bretagne. Roy Bates et sa radio devenant donc alors théoriquement à l'abri de toute expulsion. Consultant ses avocats comme il l'avait déjà fait pour John,
Roy Betts réalise alors qu'il peut tirer bien plus de cette plateforme rouillée et abandonnée qu'une simple place pour sa radio au vu de son statut légal. Ce dernier, au nom du juge Gentium, droit des gens et du terra nullius, revendiquant alors la plateforme qu'il autoproclame comme un État indépendant dont il se fait le souverain. Un État qu'il prénomme Sealand. Quelques mois plus tard, le jour de l'anniversaire de sa femme Joanne, ce dernier, accompagné de celle-ci et de ses 2 enfants, Michael et Penelope, ainsi que de quelques amis et adeptes, proclame ainsi la principauté de Sealand lors d'une cérémonie faite pour l'occasion. Le drapeau de ce nouveau pays étant ainsi hissé pour l'occasion, et Joanne, qui d'ailleurs a fait le drapeau, étant couronnée princesse Joanne, ce par Roy lui-même. Cette dernière déclarant d'ailleurs à l'Angleterre de ne pas s'inquiéter car ils ne feront rien contre eux. Lol. Mais cependant, cette nouvelle monarchie autoproclamée à seulement une douzaine de kilomètres des côtes anglaises n'est pas sans créer des tensions avec le gouvernement britannique. Gouvernement britannique qui envoie une unité pour tenter d'y expulser ses nouveaux habitants. Une unité qui, joyeusement accueillie par plusieurs coups de fusil, fait aussitôt demi-tour, Sealand ayant ainsi, on peut le dire, repoussé une invasion anglaise. Alors je vais quand même vous donner la version officielle du site de Sealand. Pour le coup je vais vous lire tel quel, histoire de vous donner leur version des faits à eux. Non parce que vu qu'il paraît que l'histoire est écrite par les vainqueurs, autant en profiter. Selon le site de Sealand, il ne fallut pas longtemps avant que le gouvernement britannique ne décréta qu'il ne pouvait tolérer ce que les ministres décrivaient comme un possible Cuba au large de la côte orientale de l'Angleterre. Les militaires furent rapidement dépêchés pour détruire tous les autres forts encore situés dans les eaux internationales. La famille Betts assista à de gigantesques explosions qui propulsèrent les lourdes structures à des dizaines de mètres dans les airs et virent des débris tordus et déformés flotter autour de Sealand pendant des jours. Les hélicoptères qui avaient transporté les explosifs bourdonnaient au-dessus du fort de manière menaçante. Le remorqueur de la marine amenant l'équipage de démolition passa à proximité de notre forteresse et cria « Ça va être votre tour !» en agitant hostilement leurs armes. Un peu plus tard, un navire gouvernemental s'est approché à 15 mètres de distance de Sealand. Son équipage turbulent et menaçant cria des obscénités à l'encontre de Michael et de sa sœur, alors âgée de 16 ans. Le prince Michael tira immédiatement des coups de sommation en direction de la proue du bateau, forçant celui-ci à virer à la hâte et foncer vers le Royaume-Uni dans un grand nuage de fumée noire de moteur. Roy étant toujours citoyen britannique, une assignation fut émise en vertu de la loi sur les armes à feu du Royaume-Uni. Le 25 novembre 1968, Roy et Michael se retrouvèrent sur le banc des accusés de la cour de la couronne des assises de Shameford dans l'Essex. Il y eut de nombreux débats et on fit appel à des lois remontant au XVIIe siècle. Le juge finit par conclure qu'il s'agissait d'un incident de bataille de corsaires qu'on pouvait davantage apparenter à l'époque de Sir Francis Drake, mais j'estime que les tribunaux britanniques ne sont pas compétents. Ce fut la première reconnaissance de facto de Sealand. Bref, mais la réalité c'est que pourtant, malgré cet épisode, eh bien Sealand reste reconnu par un peu personne. Pourtant, le prince Roy a tout fait pour lui donner tous les attributs d'un vrai état. Croyez-moi, un hymne, une devise, des armoiries, le drapeau dessiné par sa femme, une monnaie, l'effigie de sa femme, des passeports accordés aux 3 autres habitants de la plateforme de l'époque, et même une constitution rédigée en 1975 par le professeur Alexander G. Hackenbach, tout juste nommé Premier ministre de Sealand. Un vieil ami de la famille des Betts, mais qui, coup de théâtre, ne s'avère en fait n'être qu'un infâme félon et traître régicide. Et oui, car à Sealand, où il n'y avait pas une quinzaine de personnes, il y a aussi eu un coup d'état. À l'aide de, je cite, des malfrats germaniques, ce dernier avait en fait organisé un coup d'état en retenant le fils de Roy, Michael, le prince héritier donc, en otage, lui permettant ainsi de prendre le contrôle de la forteresse et de chasser les Bates de celle-ci. Quelques jours plus tard, Michael est finalement libéré aux Pays-Bas, mais la forteresse, elle cependant, est toujours aux mains du professeur et de son équipe allemande. On dirait un très mauvais film de James Bond, mais en vrai. Ah, le terrible professeur allemand et son plan diabolique pour enlever le petit Timmy et prendre le contrôle du pays. Je suis sûr c'est un nazi. Roy décidant alors de reprendre son royaume par la force, ce avec l'aide de forces armées. Descendre d'un hélicoptère suspendu à une corde de 30 mètres au-dessus de la mer et faire face à des terroristes, je n'ai plus jamais ressenti une telle montée d'adrénaline, confiera d'ailleurs ce dernier dans The History of Sealand. Ces derniers reprenant ainsi la forteresse et faisant à leur tour prisonnier le professeur et son équipe.
Une affaire pour la moins insolite qui fait finalement intervenir le gouvernement allemand lui-même. Ce dernier demandant au Royaume-Uni d'intervenir pour faire libérer les prisonniers de guerre allemands de Seeland. Seeland convened a special court to try the German Mr. Putz. Major Bates, otherwise Prince Roy of Seeland, presided. According to a statement from the self-styled Principality of Seeland, Mr. Putz pleaded guilty to a charge of treason by belonging to an armed party who tried to take over Seeland by force. Well, he's not allowed to leave until he has paid his fine, and also my husband would like someone to do something about these criminals over there that want to come back to the island and attack it again. In other words, he wants them investigated and he would like them charged. Gouvernement anglais qui, après négociation avec Roy, réussit finalement à convaincre ce dernier de libérer les prisonniers, faisant ainsi de l'événement le premier acte diplomatique de la principauté de Seeland. Seeland qui devient ainsi, plus ou moins reconnu par l'Angleterre et l'Allemagne. Mais coup de théâtre, en 1987, l'Angleterre adopte une nouvelle loi qui étend ses eaux territoriales à 12 000 marins, rattachant ainsi la plateforme de Seeland à l'Angleterre. Mais malgré ce revirement pour Seeland, le gouvernement anglais abandonne cependant très vite l'idée de reprendre la main sur la plateforme. Casse-tête juridique et casse-tête humain. Ce dernier préférant finalement laisser la vieille plateforme vieillissante et rouillée à Roy Bates. Seeland devenant ainsi un état dans l'état. Roy quittant finalement ses fonctions 12 ans plus tard, en 1999, abdiquant en faveur de son fils Michael. Il se retirera finalement sur le continent, où il décédera 13 ans plus tard. Mais l'histoire ne s'arrête pas pour autant là pour Seeland. Et oui, car le 23 juin 2006, un incendie ravage la plateforme dans son ensemble. Seeland qui finit sous les flammes. Paye ton ironie. En janvier 2007, la presse rapporte que les autorités annoncent qu'elle quitte le pays et qu'elle compte fonder un gouvernement en exil. Le nouveau prince Michael cherchant alors à se débarrasser de Seeland, toujours intact malgré l'incendie. Ce dernier ne mettant pas moins en vente que toute la plateforme à 10 millions de livres, soit plus de 11 700 000 euros. Ce qui fait quand même plus de 21 300 euros le mètre carré. C'est en moyenne 2 fois plus cher qu'à Paris. Ce dernier vantant les mérites de Seeland avec des arguments imparables. Vue infinie et imprenable sur la mer, garantie d'une tranquillité totale et absence d'impôts. Sans toutefois n'apporter aucune précision sur les changements que cette vente impliquerait sur le régime. Et oui, car on ne sait pas si la vente de la plateforme signifie la vente du royaume, ou bien juste la vente de tout son territoire, mais sur lequel le prince continuera tout de même à régner. Bref, une offre qui, bien que pouvant paraître insolite, attire pourtant à elle quelques clients. Des clients qui, tout comme son père Roy, étaient des pirates. Ici, non pas de la radio, mais de l'internet. Ainsi, parmi les offres, ce n'est pas moins que le site de téléchargement très légal The Pirate Bay qui voulut acheter la plateforme pour s'y implanter. Mais l'affaire n'a cependant jamais été conclue avec le prince Michael, qui n'était pas prêt à laisser son royaume à ses pirates, je le cite, violant les lois sur le copyright. Depuis ces transactions ratées, la vente de Seeland ne semble plus être d'actualité, la principauté figurant aujourd'hui au rang des anomalies, celle-ci régissant ses propres lois et possédant tous les atouts d'une véritable principauté. Des titres de noblesse étant d'ailleurs même vendus par celle-ci. Et non, je rigole pas, hein. En tant que principauté et monarchie, ils ont tous les droits légaux de le faire. Je me suis d'ailleurs même payé un titre de noblesse à cette occasion. Comme Antoine Daniel. Bon, au début je voulais duc, puis j'ai vu les prix et j'ai donc décidé d'être lord. Il faut savoir rester humble dans la vie. N'hésitez d'ailleurs pas à regarder ma vidéo découverte de moi recevoir mon titre sur ma chaîne secondaire. Au début je voulais mettre Lord El Racco, mais je me suis dit que si je mettais mon vrai nom, ça pouvait toujours servir légalement à quelque chose un jour. On sait jamais, hein. Donc voilà, maintenant en plus de mon titre de maître suprême de l'univers sur Discord, je peux ajouter le titre de Lord à mon nom dans la vraie vie. La prochaine fois que je commande une table au restaurant, je dis que je suis Lord. Oh purée, sur mon CV, vous imaginez comment ça va rendre trop bien? Ah, merci Seeland. Et voilà, c'était donc l'histoire de Seeland. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me rejoindre et à me soutenir sur mes différents réseaux sociaux, Discord, YouTube, Tipeee et j'en passe. Et sur ce, quant à moi, je vous dis portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo.